torchons brûlent au sein de l'Union sacrée. Dans les jours qui suivent, assisterons-nous à une rébellion au sein de la dite plateforme. Le détournement, un des éléments qui apparemment jouit nos autorités politiques. Est-ce que parviendrons-nous à y mettre fin? Et pour finir, nous allons revenir encore sur cette affaire de la révision de la Constitution qui apparemment est un élément qui pourra redonner, faire revivre la paix au sein de la République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à nouveau dans cette émission Interface. Il a accepté de faire partir de notre, il s'appelle Monsieur José Kaniki de l'ACP. Avec lui, ensemble, nous allons répondre aux questions de cette émission. Bonsoir, Monsieur José Kaniki et bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir à vous, Madame Sarah Mbouyi. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un réel plaisir pour moi de pouvoir me présenter dans cette émission Interface pour pouvoir, n'est-ce pas, parler, échanger avec les Congolais et me dire que la vérité en toute rationalité et bon sens pour l'intérêt de la République et rien que la République. Bonjour aux nombreux téléspectateurs, bien sûr. Alors, Monsieur José Kaniki, puisque vous faites partie du membre de l'ACP, vous êtes mieux placé pour nous parler de la santé de ce parti politique. Comment se porte l'ACP de nos jours? Merci beaucoup, très chère Madame Sarah. L'Alliance des Congolais progressistes est partie chère à Monsieur le gouverneur Jean-Denis Ngobila Mbaka se porte tant bien que mal, déjà du fait que nous avons un sénateur, un nouveau sénateur, tout simplement Monsieur le sénateur Jean-Denis Ngobila Mbaka, que nous félicitons tous parce que il sort du gouvernorat et le voilà. Les grands électeurs l'ont choisi pour pouvoir porter, n'est-ce pas, la voix du peuple congolais au niveau du Sénat. Ça, c'est une bonne chose. Mais vous savez qu'au sortir d'une élection, ou bien des élections à tous les niveaux, il y a toujours des mécontentements, il y a certaines réalités, il y a du gabrige, il y a certaines voix dissonantes, certaines voix qui ne sont pas d'accord avec ce qui a été fait. L'essentiel ici, c'est que les partis puissent survivre à tout ce qui peut arriver après, bien sûr, les élections d'une manière générale. Donc, l'ACP se porte assez bien. Est-ce que l'ACP se porte assez bien? Vous l'aviez dit. N'y a-t-il pas de frustration dans ce parti? Il y a des frustrations. Il y a des frustrations. Il y a là quelques semaines, j'ai vu comment la Ligue de jeunes, n'est-ce pas, solliciter, demander, réclamer, n'est-ce pas, certaines choses, disant que les choses n'avaient pas été bien faites après, n'est-ce pas, les élections d'une manière générale, c'est-à-dire le choix porté pour certains postes au niveau, par exemple, de l'APK, cette défaite au niveau de l'APK avec, si je ne m'abuse, 10 députés, et l'APK sort avec, plutôt l'ACP sort avec aucun poste, eh bien, il est normal que dans une démocratie, dans un parti démocratique, que les gens se sentent frustrés, que les gens cherchent à avoir des réponses de la part des autorités. Mais quand l'autorité ou la hiérarchie pense que cela n'est pas opportun, eh ben, ça ne peut que créer certaines frustrations. Voilà pourquoi la Ligue des jeunes a donné de la voix. Voilà pourquoi moi personnellement aussi, je n'ai pas été d'accord avec certaines choses. Bon, c'est à la hiérarchie de voir comment faire les choses. Si elle estime qu'elle est toute puissante, si elle estime qu'elle n'a des comptes à rendre à personne, eh ben, elle va continuer son chemin. Parce que vous savez, on va vous dire que les partis appartiennent peut-être d'abord
à la hiérarchie. Je ne sais pas si c'est normal. On constate qu'il y a beaucoup d'embrouilles au sein de ce parti. Est-ce que la crainte n'est pas de voir ce parti disparaître un jour? Et si jamais M. Gentilini Ngobila décide de quitter l'ACP, vous pensez qu'on peut retrouver aussi un membre de ce parti qui peut faire mieux que Gentilini Ngobila? Le parti ACP va survivre parce que je pense que elle ne vit pas par rapport aux individus. C'est une structure. Il peut y avoir des individus qui sont, n'est-ce pas, forts à l'instant, qui sont, n'est-ce pas, importants à l'instant, mais personne n'est irremplaçable. Vous comprenez? Tout individu au monde est remplaçable. Alors, si monsieur le gouverneur Gentilini Ngobila Sortant, bien sûr, a construit l'ACP, a créé l'ACP pour que l'ACP survive, même à son absence, elle survivra. Mais seulement, il faudrait des structures, il faudrait des personnes compétentes, des personnes qui réfléchissent sérieusement au bien-être du parti, des personnes cohérentes, des personnes qui savent faire les choses bien politiquement, qui réfléchissent politiquement, qui sont capables, au fait, Madame Sarah, de pouvoir mener à bien, de concilier les voix dissonantes, les voix qui ne pensent pas comme certains, essayer de concilier les vues, essayer d'entendre tout le monde. Et c'est l'ACP, à mon avis, qui vaincra et qui survivra. Mais si certains individus pensent que l'ACP tourne rien qu'autour d'eux, je pense que ça sera difficile parce qu'une structure peut vivre des noms, mais elle peut rester une coquille vide. Et moi, José Kaniki, je ne veux pas de cela. Et si jamais, supposons un peu, si jamais il disparaît, le parti politique, bien sûr, que sera votre discours à ce niveau? J'aurais dit que, plutôt, je dirais, en ce temps-là, par rapport à votre supposition, bien sûr, je dirais que j'avais vu juste. Je me poserai des questions, pourquoi elle a disparu? Pourquoi plutôt le parti a disparu? La réponse serait tout simplement que nous avons eu des personnes au niveau de la hiérarchie qui peut-être n'ont pas eu à faire bien de choses, à construire les partis pour qu'ils vivent, et ces personnes pensaient que les partis ne pouvaient vivre qu'autour d'eux. Or, tout le monde est important dans un parti politique. Toutes les structures sont importantes dans un parti politique. Toutes les voix sont importantes, madame, dans un parti politique. Voilà pourquoi j'ai dit ceci clairement, que et les militants, les militantes, les structures du parti politique de l'ACP, les bureaux politiques doivent penser au bien de la structure ACP et non rester flatteurs et non penser que dire oui à tout, c'est ce qui fait en sorte qu'un parti politique puisse aller de l'avant, et non penser que parce que vous êtes capable de réunir, n'est-ce pas, des populations, que vous êtes irremplaçable. Non, tout le monde est important dans une structure. Êtes-vous fier d'être l'un des membres? Oui, je l'ai été. Je le suis. Malgré tout ce qui se passe. Vous savez, dans quelle structure il n'y a pas de grabuge? Dans quelle instance? Dans quelle institution? Mais même dans une famille. Lorsqu'on remarque ou on constate qu'il y a un ça ne va pas, on se retire carrément. Mais si vous avez décidé de pouvoir continuer à y rester, est-ce que ce n'est pas une façon de pouvoir protéger le parti? Vous savez, je sais que dans toute structure, et même dans nos familles
n'est-ce pas, biologique, il y a des périodes où ça ne va pas, il y a des périodes où ça va. Vous comprenez? Mais seulement, il faudrait les dire. Et moi, je l'ai dit. Maintenant, vous pensez que ce que j'ai dit mettra tout le monde d'accord? Non. Au moins, je m'assume. Je m'assume dans le sens de dire que attention, attention, attention. En fait, c'est une alerte. Mais si vous voulez rester fanatique, si vous voulez rester ces personnes-là qui pensent que tout est bon, eh bien, allons-y. Allons-y. Et voilà. Alors, merci beaucoup, Monsieur José Kaniki. Nous allons rapidement relancer les thématiques de cette émission. On a dit au début que le torchon brûlait au sein de l'Union sacrée suite au ticket des présidiums présentés. Apparemment, les députés ne sont pas d'accord avec cela. Qu'en dites-vous? Madame Sarah Mbouye, vous savez, en démocratie, il y a la place pour les frondeurs. Il y a la place pour les personnes qui ne sont pas d'accord. Ce n'est qu'en dictature ou dans la dictature que l'on ne tolère pas les voix dissonantes, les voix qui ne sont pas d'accord. Mais seulement, les frondeurs doivent comprendre aussi qu'en politique, il y a une certaine discipline. La voix contraire dans un parti politique, dans un, comment on appelle ça, dans une structure, dans un regroupement, dans une famille politique, ce n'est pas les désordres. Non, vous avez le droit de parler, mais quelque part, vous devez comprendre que vous devez le faire de la bonne manière. Voilà un peu. Ça, c'est sur le premier plan. Mais au deuxième plan, tout ce qui se passe au niveau, n'est-ce pas, de l'Union sacrée actuellement, présidium à gauche, députés qui ne sont pas d'accord à droite, tickets rejetés, tout ça, ça fait partie de la démocratie, oui ou non, chers téléspectateurs, chers Congolais. Moi, je pense que ça fait partie de la démocratie. Ça permet à notre démocratie de grandir, chère Madame Sarah. Ça permet à notre démocratie de pouvoir s'émanciper, de pouvoir, n'est-ce pas, évoluer positivement. Parce que ce qui s'est fait aujourd'hui, Madame, ce n'est pas la première législature, il faudrait se poser la question. Toutes les autres législatures, comment ça s'est passé pour la constitution, n'est-ce pas, des tickets de bureau définitifs et j'en passe? C'est par désignation. Qui désignait? Madame, qui désignait? Première législature, deuxième législature. Je pense que c'était l'autorité morale. À l'époque, l'autorité morale, c'était tout simplement Monsieur le Président de l'époque, Joseph Kabila Kabangi. C'est-à-dire que tout le monde s'alignait. Tout le monde, lorsqu'il disait par exemple, je prends comme ça, Robert Minakou, tu seras président de l'Assemblée nationale. Cheikh Kitundu, tu seras sénateur. Kingani, tu seras questeur. Et ainsi de suite. L'on s'alignait. Personne ne pouvait piper mot. Est-ce ça la démocratie? C'est mode. Non, je ne pense pas. Mais ça fait partie de nos us et coutumes. Nous sommes habitués comme ça. En fait, les Congolais d'une manière générale, les politiques d'une manière générale, nous sommes habitués à la dictature. Une dictature qui ne laisse pas la place à la démocratie, c'est-à-dire que celui-là qui a grandi, cet enfant qui hier était enfant et que l'on punissait, cet enfant que l'on pouvait donner la fessée, cet enfant que l'on pouvait punir pour l'amener à grandir. Mais lorsque cet enfant devient adulte, les parents comprennent que nous avons formé cet enfant et aujourd'hui il est capable de prendre des décisions et surtout les bonnes décisions pour son intérêt. Bien sûr, s'il a une famille, pour l'intérêt de sa famille. Mais nous, Congolais, nous avons grandi
après législature, législature après législature, mais c'est comme si nous refusions, n'est-ce pas, de commencer à prendre des décisions. En réalité, on a voulu que le président de la République désigne partout. Le président de la République, au niveau de la présidence, a dit, vous êtes des adultes, vous êtes politiques, vous êtes responsables, je me refuse de désigner. À vous d'aller, n'est-ce pas, comment dire ça, aller aux primaires et démontrer vos muscles au niveau de vos électeurs. Ça a été fait au niveau de la présidence. L'idéal serait, comme dans des pays de vieilles démocraties, l'idéal serait que ces modes de désignation pour accéder à un poste, que cela mis, n'est-ce pas, que cela soit mis au niveau de tous les candidats, de tout celui-là qui voudra, n'est-ce pas, postuler. C'est ça l'idéal. Mais comme c'est un début, dans certains postes, on a désigné. Et cela n'a pas mis d'accord. Mais c'est tout à fait normal. Il faudrait que les présidiums comprennent ceux-là qui ne sont pas d'accord. Parce qu'au niveau de la présidence, c'est eux-mêmes qui ont donné de la matière aux autres qui viennent après eux. Au niveau de la présidence, ils ont fait les primaires. Pourquoi? Au niveau des autres postes, c'est la désignation. Mais est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une rébellion? Ce n'est pas de la rébellion. Parce que ces personnes qui ne sont pas d'accord ne vont pas quitter l'union sacrée, ça je vous assure. Mais ils ne sont pas d'accord. Maintenant, comme je le disais au début de mon propos, c'est aussi au fondeur de comprendre que c'est une première expérience par rapport aux primaires et que tout ne va pas se faire comme eux le veulent. Mais encore, quelles sont les raisons pour lesquelles ils ont, disons, ils refutent ou rejettent les tickets présentés, je ne sais pas, entre guillemets, par le présidium. Tous les Congolais, d'une part, veulent d'une nouvelle génération de la classe politique. Il y a un monsieur qui s'appelle Serge Bahati, au poste de questeur, jeune de son état. Alors que tout le jour, on crie à une nouvelle classe politique, mais on les rejette. On ne veut pas de lui. Pourquoi? Parce qu'il est fils de M. Bahati. C'est-à-dire que toutes les qualités qu'il peut avoir, et même ce que nous réclamions d'habitude, jeune, nouveau visage, on le met de côté parce qu'il est fils de M. Bahati. Je peux comprendre. Mais à la place, de l'autre côté, il y a un monsieur qui s'appelle Mbosso. Lui, on le rejette parce que l'on dit qu'il est là depuis des millénaires. Mais quel est le texte qui l'interdit d'y rester? Il n'y a aucun texte. Ce qui n'est pas interdit est permis. Et d'ailleurs, lorsque je parcours, selon mes recherches, je parcours un peu les députés âgés au niveau de la France. Il y a ceux-là qui ont 75, 85 ans. Les sénateurs au niveau du Congrès des États-Unis, si vous voulez, il y a ceux-là qui ont même 90 ans. Il y a une dame là qui a 90 ans. Ça ne pose pas problème. L'essentiel ici, c'est que chacun soit compétent pour, comment dire ça, servir le peuple congolais. Et vous, les mamans, permettez-moi que je puisse le dire, vous réclamez que vous devez être aussi représentés dans différentes institutions, surtout, vous dites, du pouvoir, des décisions. On vous présente une dame là, qui s'appelle, je ne sais pas, Caroline Bemba. On la rejette aussi, pourquoi? Parce qu'elle s'appelle Bemba. Et toutes les mamans n'en font pas cas. Finalement, moi je dis tout simplement ceci, madame, pour terminer à ce niveau, c'est que nous devons comprendre que ce sont les aléas de la démocratie. Comme je le disais, tout le monde est important. Chacun reste dans la juste mesure. Ici, l'intérêt, c'est qu'à la fin de cet épisode, qu'il y ait un bureau définitif afin que ces bureaux puissent servir la nation et que les institutions puissent fonctionner au-delà de toutes les polémiques,
au-delà des besoins pécuniaires, au-delà, n'est-ce pas, de nos intérêts politiques. Ce qui compte ici, c'est la nation congolaise. Est-ce que vous pensez vraiment que ceux-là, ils sont pour servir le pays ou c'est juste une soif du pouvoir? Oh, madame, attention, nous sommes là en politique. Et un homme politique à travers le monde, il cherche d'abord à gagner le pouvoir à travers le monde. Ça ne veut pas changer en RDC. Mais sans pour autant se soucier de la population, J'en M. Josy. arrive. En politique, madame, très chère madame, en politique, il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Premièrement, il y a plusieurs intérêts qui entrent en jeu en politique. Il y a d'abord la soif de servir le peuple. Ça, c'est l'intérêt qui va au-delà de tous les intérêts. Est-ce que c'est ce qui est prioritaire pour nos politiques? J'en arrive. Mais comment servir ce peuple lorsque vous n'avez pas de poste? Parce que, à travers les élections, on vous envoie au niveau de l'Assemblée nationale. Et les textes reconnaissent un bureau, la Constitution et tout ça. Les textes réglementaires au niveau de l'Assemblée nationale. Comment y accéder? Là, nous quittons, n'est-ce pas, l'intérêt de servir le peuple, mais nous atteignons aussi les intérêts personnels. Et en politique, c'est permis. Moi, je suis un politique. Vous pensez que je vais rester tout simplement celui-là qui va continuer à communiquer dans sa vie? Non. J'ai des ambitions. Et les ambitions sont légitimes. Ça, ce sont des intérêts personnels. Mais au-delà de mon intérêt personnel, il y a l'intérêt du parti politique. Parce que le parti politique vit à travers le pouvoir, bien sûr, lorsque vous l'avez gagné à travers les élections. C'est logique. Au-delà de l'intérêt du parti politique, il y a l'intérêt du regroupement de la famille politique. Voilà pourquoi je disais, il y a plusieurs paramètres en politique. Il y a plusieurs besoins. Il y a plusieurs intérêts. Mais ici, l'essentiel, c'est qu'on finisse, lorsqu'on va installer ces bureaux, tout ce qui va se faire, la production, n'est-ce pas, des lois, le contrôle parlementaire, c'est à ce niveau-là que le service rendu au peuple sera scruté, sera évalué. Vous comprenez? N'abritissons pas notre peuple. Pensons que lorsqu'un politique recherche le pouvoir, c'est pour son propre intérêt. Il ne pêche pas, parce qu'il a aussi un intérêt. Mais au-delà de son intérêt personnel, au-delà de son intérêt politique qui est légitime, il va servir le peuple à travers le gouvernement, à travers un poste ministériel, à travers le Sénat, à travers, comment on appelle ça, la députation nationale, à travers le fait d'être gouverneur, et j'en passe. Donc, chers Congolais, chers téléspectateurs, ne dramatisons pas. Ce qui se passe ici, en France aussi, aux USA, il y a l'intérêt politique. Mais au-delà de l'intérêt politique, il faut travailler pour l'intérêt du peuple congolais dans le sens du contrôle parlementaire, dans le sens de produire des édits, dans le sens de produire des lois qui vont servir, n'est-ce pas, à la progression, à l'élévation de la nation RDC. Mais pourquoi lorsqu'il faut parler des intérêts du pays, vous avez toujours cette facilité de pouvoir comparer la RDC aux autres pays? Est-ce qu'on mène la politique de la même façon? Vous pensez que nous avons créé la politique, très chère madame? Nous n'avons pas créé la politique. Nous héritons la politique de certaines nations. Maintenant, il y a plusieurs manières de faire certaines nations. Si nous voulons choisir la manière des Chinois, nous allons aller dans ce sens-là. Si nous voulons choisir la manière du Venezuela, nous allons aller dans ce sens-là. Et c'est quoi notre manière? Si nous voulons choisir la manière de la France ou des États-Unis, c'est-à-dire là, je veux voir un peu une démocratie assez libérale, nous devons emprunter aussi ce chemin-là. Parce que si vous voyez la Constitution de la République, vous allez voir qu'il
il y a une similitude avec ce qui s'est fait dans les pays occidentaux. Vous comprenez? C'est un peu dans ce sens-là. Voilà pourquoi lorsque j'ai fait une étude de comparaison, il y a des similitudes. Voilà pourquoi lorsque je vous dis que Macron s'est battu pour qu'il soit président, c'est légitime. Pourquoi vous allez interdire à celui-là qui veut devenir député des lettres ou de chercher à atteindre un poste de ne pas le faire? Pourquoi? Alors qu'à travers le monde, c'est comme ça. Mais au-delà de tout, c'est que lorsque vous avez ces postes, madame, travaillez pour qui? Pas pour votre ventre. Parce que d'ailleurs, lorsque vous travaillez très bien pour la population, eh bien, vous êtes sûr que votre ventre sera nourri. Parce que la population sera toujours reconnaissante vis-à-vis de votre travail. Et voilà pourquoi elle va vous reconduire et vous allez continuer à travailler pour la population. Donc, l'intérêt ultime, ici, c'est le travail, c'est d'être au service du peuple. Mais au-delà, à part cela, les autres, permettez-moi de le dire ainsi, tous les autres intérêts sont permis en politique. Les ambitions d'ailleurs sont légitimes. Alors, puisque nous parlons du ticket au sein de l'Assemblée nationale ainsi que des députés de l'Union sacrée, déjà à la base, est-ce que vous pensez que c'était une bonne idée de créer l'Union sacrée si jusque-là, nous n'avons rien de positif? D'ailleurs, même, on l'a constaté aussi à travers ces ministres durant le premier mandat du président Félix Tshisekedi. Est-ce que c'était une bonne idée de pouvoir créer l'Union sacrée? Madame, je ne suis pas d'accord avec vous. Comment vous pouvez dire ici sur votre plateau que rien n'est positif? Ah non. Mais on le constate à travers même ces ministres durant le premier mandat du président. Madame, qui dit. Madame, je ne dis jamais que tout a été parfait. Non. Il y a eu des failles. Et dans quelle équipe au monde tout est parfait? Dans quelle gestion? Il n'y en a pas. Mais il ne faudrait pas jeter le bébé et l'eau du bain des bébés. Non, non, non. Parce que lorsque nous avons atteint les stades d'organiser les élections, ce n'est pas négatif, c'est positif. Je rappelle ici que les années passées, il y a eu un glissement de 2 ans. Donc, à ce niveau-là, c'est positif. Maintenant, est-ce que les élections ont été parfaites? J'ai dit non. Il y a eu certaines choses peu commodes. Mais nous avons organisé les élections. Aujourd'hui, nous avons une Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous avons des députés. Aujourd'hui, nous avons des sénateurs. Aujourd'hui, nous avons des gouverneurs. Aujourd'hui, nous avons un président de la République. Aujourd'hui, nous avons les institutions. Donc, nous avons pérennisé les institutions. Ça, c'est une bonne chose, c'est positif déjà. Vous vous rappelez des discours de l'opposition, ils veulent glisser et ainsi de suite. Ça n'a pas été le cas. Mais au-delà de ça, lorsque vous dites que c'est négatif, comment vous pouvez penser que partant d'un budget depuis 60 ans, des 3 milliards, des 4 milliards, des 5 milliards, et en 4 ans, lorsque nous atteignons 16 milliards, vous vous dites que c'est négatif. Comment vous pouvez penser que c'est négatif lorsque pour la première fois, au niveau des finances de la République, au niveau de la bonne gestion de la République, parce qu'il y a des critères qui démontrent que ce pays est bien géré ou qu'il est mal géré. Les institutions de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale. Lorsque nous en arrivons, la RDC donc pour la première fois à la 6e revue. C'est-à-dire que les spécialistes de la bonne gestion, permettez-moi de le dire ainsi, les experts de la bonne gestion ont fait une évaluation par rapport à notre pays et ils ont constaté qu'il y avait bonne gestion. Mais est-ce que je vous dis, madame, que tout est parfait? Encore une fois, je dis non. Et on va en parler ici. Mais il ne faudrait pas dire ici que c'est négatif. Pas du tout. Au-delà de ça, lorsque nous avons eu un 145 territoires qui permet à ce que
qu'il y ait décentralisation, qu'il y ait des constructions des bâtiments administratifs, qu'il y ait des écoles, qu'il y ait ainsi de suite, vous n'allez pas dire que c'est négatif. Lorsque, madame, il y a la couverture de santé universelle avec sa première phase de la gratuité de la maternité, vous n'allez pas dire quand même que c'est négatif. Vous n'allez pas dire que la gratuité de l'enseignement est négative. Bref, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas présenter à la face du monde, à la face de l'opinion congolaise, que tout a été négatif et que les ministres n'ont rien fait. Ils ont été à 56, peut-être 4, 5, 10 n'ont pas bien fait leur travail, mais attention, il y en a eu plusieurs qui ont fait leur travail Vous pensez pour l'intérêt du peuple des ministres congolais. qui ont détourné, c'est ça, bien faire les choses? Vous pouvez me citer quel est le ministre qui a détourné? Non, moi je ne cite le nom de personne, mais je vous pose la question. Vous pensez qu'avoir un ministre qui a détourné durant le mandat du président Félix Tshisekedi, c'est bien faire les choses? Non. Si nous avons des ministres qui ont détourné, c'est clair, je vous regarde dans les yeux et vous ne pouvez pas me contredire à ce sujet-là, sur ces sujets, que ce n'est pas une bonne chose. Nous les condamnons, nous les déplorons. Mais voilà pourquoi je me suis permis d'essayer de poser la question. Peut-être vous n'allez pas répondre, mais le peuple congolais, citez-moi qui a détourné. Et celui-là qui a détourné, ça doit se prouver en justice. Madame, les déclarations, comment on appelle ça? La corruption, les vols, les détournements, tout ce qu'il y a de négatif. Dans ce sens, la mégestion ne se dit pas à la télévision, ne se déclare pas. Ça se prouve. Ça se prouve où? Pas sur le plateau des télés. Ça se prouve en justice. Celui qui a des éléments qui démontrent, qui prouvent, des éléments probants, des preuves irréfutables qu'un ministre a détourné, il n'a qu'à aller en justice, madame. Mais, s'il y en a eu 2 ou 3, j'ai mis les guillemets, à s'y poser bien sûr, allons dans votre sens, il y en a eu 56. C'est-à-dire que lorsqu'il y en a 3, 50 plus ou moins ont travaillé. Voilà pourquoi je disais même dans une famille, il y a toujours du grabuge. Et ces 3, ces 4-là doivent être sanctionnés après jugement. Mais vous n'allez pas jeter une fois de plus le bébé et l'eau du bain du bébé. C'est ce que je suis en train de réfuter. Moi, je ne vous dis pas ici que tout a été parfait. Je ne dis pas que c'est le 100%. Non, 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 non. Là, je perds ma rationalité, mon bon sens. Je vous dis tout simplement qu'il y a eu un travail qui s'est fait, certes pas parfait, certes il y a encore des détourneurs d'une manière ou d'une autre. C'est à nous maintenant de trouver les preuves pour saisir ces personnes. Arrêtons, madame, les déclarations stériles, les dénonciations stériles. J'ai vu dans ces pays, clameur publique après. Personne n'a apporté de preuves. Et ces personnes, aujourd'hui, ils sont députés nationaux, ils sont sénateurs, et j'en passe. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu, peut-être, à apporter les preuves irréfutables. Donc, apprenons à apporter les preuves irréfutables. J'en appelle à la conscience du peuple congolais. Nous avons certes atteint l'étape de dénonciation. Nous avons dénoncé. Ce n'est pas parce que vous venez avec votre soutane. Ce n'est pas parce que vous criez à la télévision. Ce n'est pas parce que vous êtes un journaliste impoli. Ce n'est pas parce que vous gueulez sur tout le monde. Ce n'est pas parce que vous pensez que tout le monde a détourné que c'est la réalité. Non, monsieur, ça c'est de l'impolitesse. Monsieur, ça c'est de l'impolitesse. Vous pouvez dénoncer, c'est de votre droit, dans le cadre de votre métier. Mais vous ne devez pas manquer du respect à tout le monde. Ça, c'est de l'impolitesse notoire. Laissez la justice faire son travail. Madame, laissez la justice faire son travail. Le président a lui-même traité notre justice de malade. Comment pouvez-vous faire confiance à notre justice à 100% et pourquoi? Si vous-même vous êtes là pour appuyer ce que le président a eu à dire. Lorsque je vais faire une étude de comparaison,
Vous allez me dire encore, vous allez me poser la question, vous allez trouver ça anormal. Attendez d'abord, madame. La justice malade, c'est pour dire tout simplement qu'elle a encore des lacunes, qu'elle a encore des failles. Il faudrait une justice juste. Le président de la République n'a pas péché à ce niveau-là. Que faut-il faire pour avoir cette justice attendez, juste? Il faut des remèdes. On y apporte des remèdes. Attendez. Lorsque aux États-Unis, il y a des personnes qui ont fait 40 ans de prison. 40 ans de prison pour un meurtre. 40 ans de prison pour un viol, accusé de viol. Après 40 ans, lorsqu'on revoit le procès, on libère la personne. La justice, elle est malade ou elle n'est pas malade? Madame. Lorsque, dans les pays des vieilles démocraties où la justice est réputée ne pas être malade, madame, on a des personnes innocentes condamnées. La justice, elle est malade ou elle n'est pas malade? C'est pour vous dire que c'est un processus. Le dire ne veut pas dire que l'on n'a plus confiance. C'est plutôt taper dessus dans des sens pour réveiller cette justice à mieux faire encore son travail. Dire que la justice est malade, il n'y a aucune justice au monde qui est parfaite. Parce que, j'aimerais le dire au peuple congolais, dans tout le procès au monde, à travers, n'est-ce pas, à plus ou moins 90%, comment dire ça? La sentence ne met jamais tous les deux parties. D'accord? Madame, s'il vous plaît. Lorsque la justice prend sa décision, il y a toujours une partie qui n'est pas d'accord avec la justice. C'est pour vous dire que elle a des lacunes, notre justice, mais nous avons cette justice-là. Nous devons certes l'améliorer. Chaque institution doit travailler dans le sens d'améliorer la justice. Pas que la justice, mais dans tous les secteurs de la République, dans tous les secteurs, n'est-ce pas, de notre pays. Mais cela ne veut pas dire que nous devons rejeter ou rejeter cette justice. Voilà pourquoi j'ai dit, lorsque nous avons des éléments de preuve irréfutables, amenons-les devant, n'est-ce pas, les juges, et le juge fera son travail. Lorsque vous accusez une personne et que vous n'avez pas de preuves, malheureusement, il a déjà 70% de pouvoir y être innocenté. C'est ça le malheur ou le bonheur pour celui-là qui sera innocenté. Alors, au regard de tout ce que vous venez de dire sur l'Union sacrée, qu'est-ce qu'on peut garder des bons comme souvenir de l'Union sacrée pour les jours à venir? Logiquement, l'Union sacrée a encore plus ou moins 4 ans et plusieurs mois. Tout ce que nous souhaitons, c'est que qu'il y ait le calme, qu'il y ait la certitude au niveau de cette famille politique, au niveau de ma famille politique, pour l'intérêt du peuple congolais. Dans quel sens? Parce que lorsque les députés travailleront dans le calme, dans la certitude, ils vont plutôt bien contrôler. Ils vont produire de bonnes lois. Ils vont travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Par rapport, s'il y a des guerres politiques à répétition. Vous comprenez, très chère madame? Oui. C'est pour vous dire tout simplement que l'union sacrée va exister au-delà de ses imperfections, mais ici l'essentiel, c'est qu'il se comporte d'une manière générale en homme d'État pour l'intérêt du peuple congolais d'une manière générale. Alors, merci beaucoup, M. José Kaniki. Madame, Messieurs, je rappelle que c'est votre émission Interface. Et là, nous étions en train de parler du présidium de l'Assemblée nationale. Nous passons de là pour entamer maintenant cette affaire de détournement, M. José Kaniki. On constate que c'est un élément qui, apparemment, jouit nos autorités politiques plutôt que de pouvoir se soucier de la population. Mon Dieu, jouit, vous parlez d'une jouissance.
Parce que c'est un élément, chaque année, on ne fait que parler des détournements. On se pose bien la question, quand est-ce que cela prendra fin? Je disais qu'il faudrait dénoncer, oui, mais il faudrait apporter des preuves. Je prends un exemple. Actuellement, il y a une affaire, on nous parle de plus ou moins 90 millions de dollars, 90 millions de dollars, qui auraient acheté au niveau de l'Assemblée nationale avec l'ancien bureau, c'est-à-dire les bureaux Mbosso, qui auraient acheté 26 véhicules. 90 millions de dollars, 26 véhicules. Il y a une ONG, il y a une certaine société civile qui les dit. Madame, s'il vous plaît, très chers téléspectateurs, c'est-à-dire lorsque vous faites les calculs, 90 millions divisé plus ou moins par 26, ça vous fait 3 500 000. C'est-à-dire 3 500 000 dollars ont eu acheté un véhicule. Madame, s'il vous plaît, regardez-moi. 3 500 000 ont eu à acheter un véhicule. C'est comme si vous me disiez que vous avez acheté ces stylos à 3 500 ou 4 000 dollars. Ces stylos qui coûtent plus ou moins 500 ou 1000 francs tout au plus. Et je devais vous croire parce que vous avez crié au détournement. Moi, José Kaniké, je ne réfléchis pas comme ça. J'ai été à l'université, j'ai été éduqué, j'ai été enseigné pour réfléchir. Lorsque vous me dites que vous avez acheté un stylo à 3 500 dollars, je vous demande de preuves. Vous devez prouver que vous avez acheté ces stylos à 3 500 dollars. Et surtout lorsque vous m'accusez. Maman, il n'y a qu'à la preuve. Je ne peux pas comprendre que l'on me dise que 90 millions a acheté 26 véhicules en raison de 3 500 dollars pour un véhicule. Alors qu'il y a traçabilité, alors qu'il doit y avoir des documents, alors que tout est quand même tracé, analysé au niveau de la chaîne des dépenses, au niveau du Parlement. Il y a des personnes responsables. Soyons sérieux. On appelle ça la diabolisation. La diabolisation, c'est quoi, madame? Nous vivons actuellement en mode diabolisation. Jusqu'à preuve du contraire. Si vous m'apportez de preuves, je m'inclinerai. Mais du moment que vous ne faites que des déclarations, madame, l'ONG aurait mieux fait de pouvoir apporter les preuves. Voilà la facture décaissée par le bureau ou bien par l'Assemblée nationale. Ils ont eu acheté ce véhicule à tel endroit avec un document à l'appui, preuve à l'appui. Parce que, madame, si je vais vous détruire, je vais dire du n'importe quoi pour vous descendre, pour salir votre réputation. C'est facile ça. Imaginons que je dise des choses, sur vous, et puis vous allez en justice. Et c'est ça même l'importance de la justice. Je devrais plutôt apporter le preuve de mes déclarations. Madame, on vous parle des détournements au niveau de cette affaire de lampadaire, au niveau de cette affaire de forage et ainsi de suite. Madame, encore une fois, qui vous a déjà apporté des preuves? Qui a présenté, n'est-ce pas, des prix contraires à ce que l'on a dit? Jusque-là, personne, il n'y a que des déclarations. Qui est venu avec des documents probants? Qui, madame? L'homme en soutane? A-t-il présenté une seule preuve? Maintenant, même s'il y a surfacturation, je vais dans cette hypothèse, parce que c'est toujours possible. Même s'il y a détournement, il faudrait s'adresser à la personne cible. Madame, lorsque les financiers des caisses
après un rapport au niveau du Conseil des ministres, après avoir exposé au niveau du Conseil des ministres, il décaisse une somme pour un projet. Le projet en question a son maître d'œuvre, a son prestateur, a son ministère de tutelle. Quel est le lien entre celui-là qui a décaissé la somme demandée avec le maître ou bien le ministère de tutelle? Pourquoi l'on ne cite pas celui-là qui devrait faire le suivi des ouvrages? Pourquoi l'on ne cite pas les exécutants, mais on va s'attaquer à celui-là qui décaisse? Non, madame. L'argentier national, par rapport à ces dossiers, par exemple, est un caissier, un trésorier. Lorsque on lui demande de décaisser par rapport à un projet, il est fait. Au-delà de tout, je ne demande que les preuves. Et les preuves, on les apporte à la justice. Moi, je suis d'accord que la justice, d'ailleurs, ça mêle déjà. Je suis l'homme le plus heureux. Parce que ça va permettre à ce que les choses soient mises au clair. Éclairer la lanterne de la population. Parce que il y a certaines personnes en soutane, il y a certaines personnes sous-traitées à gauche et à droite qui vivent de la diabolisation. Alors, or, la diabolisation vient du diable. Un peu plus rapidement, je vais vous lire ce tweet et vous allez l'analyser, soit commenter cela. Après la fuite de Félicien Koulouta, ministre des Finances, on apprend que Flavien Kui Missourou, élu député provincial et ancien ministre de l'Énergie, Pêche et Élevage, a quitté Kinshasa depuis le 30 avril dernier sous la bénédiction de son boss Ngobila. L'ancien ministre de l'Énergie est soupçonné des détournements des fonds destinés au poste de la quarantaine de Mongata à Maluku et dans la surfacturation des achats des lampadaires. Un autre membre de l'exécutif qui prépare ses valises, c'est Laetitia Bina Kabamba, ministre de l'Environnement de nationalité belge. Votre commentaire. Merci beaucoup. Déjà, je retiens la surfacturation des lampadaires. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc, dans cette affaire, on commence à trouver les détourneurs, les personnes qui ont surfacturé les lampadaires. Donc, ce n'est plus Nicolas Kazadi. À partir de ces tweets. C'est un journaliste. Donc, en réalité, ces tweets disculpent déjà M. Nicolas Kazadi. Parce que là, paraît-il qu'il a trouvé celui-là qui a surfacturé. Ça, ce ne sont que des déclarations, madame. On dit ici, il dit que la personne a voyagé, a quitté sous la bénédiction de son boss. Madame, il a passé, la personne en question, les services de sécurité, les services habilités à vérifier. Est-ce qu'il avait été interdit? Si c'est vrai, bien sûr, je n'en sais rien. Parce que vous savez, il y a des journalistes, heureusement que vous les appelez des moutons noirs. Madame, je ne vous vois pas aller dans ce sens-là. Ça, ce sont des moutons noirs. Des gens, des personnes qui créent du buzz. Si une personne voyage, c'est-à-dire qu'il a fui, c'est la première fois que cette personne voyage, y avait-il une interdiction au niveau de la justice pour que cette personne ne voyage pas? Je ne sais pas. Et s'il y avait une interdiction, c'est-à-dire les services ont failli? Madame, arrêtons du n'importe quoi. Analysons les choses simplement, avec rationalité et bon sens. Lorsqu'on dit la bénédiction de son boss, c'est le boss qui fait sortir les citoyens congolais de cette république. De quelle manière? En faisant quoi? Vous comprenez que
C'est une personne qui s'amuse avec son clavier, avec son téléphone, qui crée ou qui cherche à créer un buzz. Tout simplement. Nous avons vu des personnes accusées d'être incarcérées, ou bien que l'on a dit être incarcérées. Il y a quelques jours, il y a un pseudo-journaliste qui a fui ces pays, était en train de crier à tue-tête que un certain général, plutôt, pas un certain, monsieur le général Edi Kapen était aux arrêts. 2 jours, 1 jour après, il était à Lubumbashi. Est-ce que vous comprenez, madame? Il y a de cela quelques jours, on a accusé des personnes d'avoir détourné, mais ces personnes ont été libérées par la justice après jugement, après enquête. Bref, madame, je ne vais pas épiloguer longuement sur ça. Si la personne a des éléments qui ne se limitent pas au niveau de la dénonciation, qu'il réunit les preuves et qu'il les apporte à la justice au lieu de créer de buzz comme certains pseudo-journalistes. Alors, puisque nous tournons déjà vers la fin de cette émission, on va finir avec la révision de la Constitution. Monsieur José, vous pensez que cela doit être revu et pourquoi? Est-ce que ça pourra instaurer la paix au sein de la République démocratique du Congo? Madame, la révision de la Constitution n'est pas liée qu'à la paix. Non. Il faudrait d'abord se poser la question. Oui ou non, les constituants, la Constitution elle-même reconnaît en certains articles, comme les 218 et un peu plus bas, la révision de la Constitution. Si oui, qui êtes-vous pour l'empêcher? Les modes d'accession au pouvoir ou à la gouvernance des gouverneurs. Nous avons décrié certaines choses. Il y a les députés et les gouverneurs qui se chamaillent à tout moment. Or, nous recherchons l'efficacité. N'est-il pas possible que l'on puisse réfléchir sur cette manière d'accéder des gouverneurs à la tête des entités territoriales décentralisées, des ETD? Est-ce que il est impossible que, en modifiant la Constitution ou en revisitant la Constitution, dans certains articles non verrouillés, que l'on puisse changer ces modes d'accession pour l'intérêt du peuple congolais, c'est-à-dire adapter la Constitution, adapter l'article, certains articles par rapport à nos réalités? C'est possible, madame. Du moment que la Constitution reconnaît la révisitation, la modification. Est-ce une première fois que l'on modifie, que l'on pense plutôt à modifier la Constitution? Le régime passé ne l'a pas fait. Comment l'on est passé des 2 tours en 2006 à un seul tour en 2011? Il y a eu modification. Et pourquoi aujourd'hui on ne peut pas penser à les faire? Ça gêne. Pourquoi et en quoi? Qui juge de l'opportunité de la révision de la Constitution? L'article 218 les signale aussi clairement, en toute rationalité et bon sens, très chère madame. Il y a le peuple congolais, à travers 100 000, une pétition de 100 000 signatures. La Constitution les reconnaît à travers le président de la République. Madame, l'on peut modifier une Constitution à travers le Congrès, les députés, le Sénat. On peut modifier. Vous comprenez que cela n'est pas interdit, très chère madame. Maintenant, ça doit être lié à l'intérêt de la République.
Si vous pensez, vous, c'est-à-dire, je m'adresse là à l'opposition qui rouspète, je ne sais pas pourquoi, que l'on veut d'un troisième mandat, ça, ce ne sont que des intentions. Vous prêtez des intentions. Mais pour ceux qui pensent que cela pourra augmenter encore le mandat du président de la République, est-ce que ce n'est pas une façon de donner cette image des dictateurs du président Félix? Il y a certains articles qui sont verrouillés. Rationalité et bon sens. Ça, c'est vrai. Comme le nombre du mandat du président de la République, la forme de l'État. Nous sommes passés à travers un référendum, n'est-ce pas, pour que nous puissions avoir cette constitution. Est-ce qu'il est interdit dans la constitution d'aller au référendum? Madame, dans quel article il est interdit que le peuple congolais aille au référendum? La constitution ne reconnaît pas un référendum. Pourquoi les constituants plutôt, reconnaissent ou ont reconnu les référendums dans la Constitution? C'est-à-dire qu'ils ont laissé la possibilité d'un changement de la Constitution à travers le peuple congolais. Sinon, il aurait fallu que les constituants disent clairement que nous abolissons clairement les référendums. Parce que pour certains articles, la révisitation ou la modification de certains articles, ça n'appelle pas à un référendum. Mais pour le changement de la Constitution, madame, ça appelle à un référendum. Et du moment que le constituant reconnaît les référendums, donc c'est possible. Mais jusque-là, madame, qui a déjà parlé au niveau de la majorité, qui a parlé du changement de la Constitution? Même pas le président de la République. D'ailleurs, il a si bien répondu au niveau de l'Europe devant ses compatriotes congolais: ne faites pas de moi dictateur. Et même s'il y a révisitation, modification de la Constitution, ce n'est pas pour les raisons que vous pensez. À mon humble avis, les raisons, c'est ce que vous êtes en train d'insinuer ou bien de penser au changement de la Constitution. Le président de la République n'en est pas là. Il dit ceci: nous allons instituer une commission pour réfléchir par rapport aux réalités de notre pays et nous devons quand même l'adapter, plutôt adapter la Constitution aux réalités de notre pays. Alors, M. José Kaniki, l'émission est finie. En quelques secondes, vous allez rapidement conclure cette émission. J'ai dit clairement au peuple congolais que ce n'est pas facile, mais nous devons aimer notre pays, nous devons croire à notre pays, nous devons commencer à promouvoir les valeurs, nous devons essayer chacun à sa place, à son niveau, de parler non seulement du changement ou de vouloir le changement, mais plutôt de rechercher ces changements et de créer ces changements à chaque niveau où vous pouvez vous retrouver. C'est-à-dire, ne jette pas les papiers, ne jette pas la saleté au niveau des caniveaux, c'est-à-dire que l'autorité fasse son travail pour l'intérêt du peuple congolais et ainsi de suite. Merci beaucoup, madame. C'est à travers cette phrase que nous mettons fin à cette émission. C'était un plaisir de vous avoir ici sur ce plateau, Monsieur José Kaniki. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et quant à vous, madame, messieurs, on se retrouve très prochainement avec d'autres thématiques, mais également avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous et à très bientôt.